Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Washington appelle à la diplomatie pour apaiser les tensions entre Kinshasa et Kigali. Tête à tête hier entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères, au moment où de nouvelles manifestations anti-Rwanda se tenaient en RD Congo. L'Union africaine dit vouloir contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine. Une rencontre est prévue demain à Sochi entre le président sénégalais Macky Sall et son homologue russe Vladimir Poutine, avec en toile de fond les effets du conflit sur le continent africain. En Tunisie, le chef de l'État, Kais Saied, révoque près de 60 juges pour corruption et entrave à des enquêtes. Décision critiquée par les opposants du Front de Salut National qui parlent de règlement de compte. La montée des tensions entre Kinshasa et Kigali inquiète Washington. Le patron de la diplomatie américaine plaide pour une solution diplomatique. Anthony Blinken a accueilli hier dans la capitale américaine son homologue congolais Christophe Lutundula. Le même jour, toutefois, de nouvelles manifestations anti-Rwanda ont eu lieu à Kinshasa et à Bukavu, comme nous allons le voir avec Jenny Niwa. Les manifestants, cadrés par la police, se sont rassemblés en fin d'après-midi devant l'ambassade du Rwanda, où ils réclamaient notamment le départ de l'ambassadeur Vincent Karega, qu'ils décrivent comme représentant un pays agresseur. Nous sommes venus nombreux ici à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour venir demander au gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur Vincent Karega, qui symbolise la présence rwandaise au Congo. Parce qu'il est inconcevable que l'ambassadeur d'un pays agresseur, tel que l'a désigné le gouvernement, sont encore à poste à Kinshasa. Les manifestants qui ont défilé jusqu'au gouvernorat de province portaient des banderoles et calicots sur lesquels on pouvait notamment lire « Expulsion du révisionniste Vincent Karega ». 2 mémorandums adressés au chef de l'État et à l'armée ont été lus et déposés au gouvernorat, demandant notamment la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et la fermeture des frontières. Cette manifestation voudrait exprimer l'indignation et la colère de la population congolaise face à cette attitude on ne peut plus belliqueuse de notre voisin le Rwanda et qui n'est pas curieusement à son premier forfait. Après des entretiens menés par le président angolais Joao Lorenzo avec les présidents congolais et rwandais en début de semaine, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, Luanda a annoncé que la RDC avait accepté de libérer 2 soldats rwandais détenus depuis les combats de la semaine dernière. Certains ont vu cette libération comme un signe de faiblesse. Ils promettent de rester mobilisés. Ça, ce n'est pas la première fois. Le matin, nous étions ici, aujourd'hui encore le soir. On est encore là demain jusqu'à ce que nous voulons que notre président prenne un peu de mesures par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Mercredi à Kinshasa, Bintou Keïta, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a lancé un appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Selon les autorités, l'ambassadeur du Rwanda a été convoqué et notifié mardi avec une mise en garde sévère. Kigali continue à démentir son soutien au M23, mais se dit ouvert à toute discussion. En Tunisie, le chef de l'État vient de révoquer près de 60 juges pour corruption et entrave à des enquêtes. Par le truchement d'un décret, Kais Saied a renforcé sa tutelle de l'autorité supervisant le système judiciaire après s'être octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier. L'opposition crie au règlement de compte. Le point avec Gabi Dorsil. Kais Saied a révoqué en tout 57 magistrats pour dissimulation d'affaires terroristes, corruption, harcèlement sexuel, collusion avec des partis politiques et perturbation du fonctionnement de la justice. Les révocations concernent aussi des magistrats soupçonnés d'avoir entravé l'enquête sur les assassinats en 2013 de 2 dirigeants de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, imputés à des djihadistes. J'ai accordé de maintes chances et adressé plusieurs avertissements afin que le système judiciaire s'assainisse. Je ne peux pas éradiquer la corruption et la violation de la loi dans le pays
sans purger complètement le système judiciaire. Nous constatons des retards délibérés dans l'ouverture de tous les dossiers, bien qu'ils soient prêts. M. Sayed a amendé la loi régissant l'autorité de tutelle de la justice pour pouvoir limoger les magistrats en invoquant une atteinte à la sécurité publique ou à l'intérêt suprême du pays et en raison d'un fait de nature à compromettre la réputation du pouvoir judiciaire, son indépendance ou son bon fonctionnement. Sans citer leur nom, le chef de l'État tunisien évoque 2 cas de magistrats limogés considérés comme graves. Je ne veux pas mentionner leur nom, mais un juge est accusé d'obstruction des travaux de la justice, de corruption financière, de concussion, d'enrichissement illicite, du manque d'intégrité et de corruption. Son dossier disciplinaire était délaissé pendant des mois sans que personne ne l'examine. Un autre juge est accusé de dissimulation d'affaires terroristes. Nous avons répertorié 6268 dossiers. Ces révocations sont basées sur de simples soupçons sans décision judiciaire, dénonce le FSN, une coalition d'organisations d'opposants, dont le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Depuis le 25 juillet 2021, assurant agir dans l'intérêt du pays face à de nombreux blocages politico-économiques, Kais Sayed concentre tous les pouvoirs et dirige la Tunisie par décret-loi, faisant craindre une dérive autocratique dans le berceau des printemps arabes. Le chef de l'État sénégalais va être reçu demain par son homologue russe, Vladimir Poutine, pour Macky Sall, qui est également l'actuel dirigeant de l'Union africaine. Le voyage s'inscrit dans le cadre des efforts de l'UA pour contribuer à l'accalmie dans la guerre en Ukraine et à la libération des stocks de céréales et de fertilisants dont le blocage affecte particulièrement les pays africains. Il va être accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. La rencontre va avoir lieu à Sotchi. Quant au Kremlin, il indique que l'entretien portera sur l'engagement de la Russie auprès de l'Union africaine, notamment l'élargissement du dialogue politique et de la coopération économique et humanitaire, de même qu'un échange de points de vue sur l'agenda international actuel. Eh bien, la Russie et l'Ukraine assurent à elles deux 30% des exportations mondiales de blé. Le conflit entre les deux pays a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles. L'ONU craint un ouragan de famine en majeure partie dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Dans le cadre de nos reportages et interviews consacrés aux multiples effets de cette guerre sur l'Afrique, nous voyons le cas du Kenya ce soir avec Ken Gichinga, un économiste basé à Nairobi. La guerre menée par la Russie en Ukraine a présenté de nombreux défis aux chaînes d'approvisionnement mondiales. La Russie est l'un des principaux exportateurs de blé vers l'Afrique et l'Ukraine est le plus grand exportateur de potasse vers l'Afrique et d'autres pays. Ainsi, le prix des produits de base tels que le pain, les engrais et même les prix mondiaux du carburant ont augmenté et cela continue de présenter des risques importants en termes de coût de la vie. L'impact à court terme est que l'inflation continue d'augmenter et lorsque vous avez une inflation des prix de l'énergie, des prix de denrées alimentaires, cela signifie que le coût de la vie pour le Kenyan ordinaire augmente considérablement. Et vous vous souvenez que la plupart des salaires et des revenus sont restés constants ces dernières années. Cela érode donc le pouvoir d'achat de plusieurs millions de Kenyans et d'une certaine manière, cela affaiblit l'économie. Le gouvernement a mis en place quelques programmes de subventions, principalement un programme de subventions sur les prix du pétrole et un programme de subventions sur les prix des engrais. Et l'on s'entend à ce qu'ils puissent protéger les Kenyans du coût de la vie élevé. L'année dernière, les prix des engrais étaient d'environ 2500 shillings par sac. Maintenant, ils montent à environ 7000 shillings. Ainsi, les programmes de subventions sont censés protéger les Kenyans de cette
cette flambée des prix et être en mesure de soutenir la sécurité alimentaire qui dépend en grande partie d'intrants agricoles tels que les engrais. Du côté du carburant, nous avons également vu une subvention pour protéger les Kenyans des prix mondiaux élevés du carburant et pour pouvoir maintenir un niveau de vie décent. Si le conflit se poursuit au-delà de l'avenir prévisible, nous voyons une situation dans laquelle des prix élevés pourraient contribuer à des taux d'intérêt élevés. Maintenant, lorsque les taux d'intérêt augmentent, cela signifie que l'économie ralentira considérablement. Ainsi, l'effet à long terme signifie que la croissance mondiale, la croissance kenyane et la croissance régionale devront être ramenées à un niveau inférieur à celui auquel nous sommes habitués. Lorsque nous envisageons l'avenir de la crise russo-ukrainienne, nous pensons qu'une fois ces chaînes d'approvisionnement mondiales interrompues, il y aura un déplacement vers la production locale, parce que lorsque vos chaînes d'approvisionnement telles que les blés et les engrais sont interrompues pendant longtemps, de nombreux pays africains commenceront soit à chercher à les avoir localement, soit ils seront poussés à commencer à mettre d'usines d'engrais à les construire ici au Kenya. Je pense que cela rendra les gouvernements africains plus prudents vis-à-vis de la culture d'importation et qu'il y aura une grande pression pour commencer à produire plus de blé localement, plus d'engrais localement. Et cela pourrait démarrer presque une toute nouvelle phase économique du continent africain. Le Nigeria, autre pays africain affecté par la guerre menée par la Russie en Ukraine, les opérateurs économiques du pays le plus peuplé d'Afrique se plaignent surtout de la flambée des prix des céréales, en particulier du blé. Davantage avec Timothy Obiezu à Abuja. Son reportage est relaté par Nanit Talani. Machuku Orizu a une entreprise de lait maternel artificiel et se prépare pour une livraison. Un ingrédient clé qu'elle utilise est le blé brun. Mais en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle ne sait pas quand elle obtiendra son prochain approvisionnement. J'utilise du blé avec de l'avoine et puis de la farine d'igname pour produire celui-là en particulier. Je ne vais pas vous mentir, même pour l'obtenir, ça a été difficile. Il ne s'agit pas seulement de l'augmentation des prix. Obtenir le blé est en fait difficile maintenant que j'achète en gros. Machuku a commencé à fabriquer du lait artificiel pour bébés il y a 6 ans, après avoir quitté son ancien emploi de scientifique de laboratoire. Elle soutient que ces derniers temps, sans son approvisionnement en blé, les affaires ne sont pas les mêmes. J'essaie déjà de chercher comment remplacer le blé par autre chose. Ce qu'on a en tête pour l'instant, c'est le grain de l'achat, c'est-à-dire le fonio. Entre maintenant et vendredi, je vais prendre cette décision. Le Nigeria a importé du blé pour 2 milliards de dollars en moyenne en 2020 et 2021, principalement des États-Unis et de la Russie, selon le Bureau des statistiques du pays. L'Association nigériane des producteurs de blé affirme que la production locale répond à moins de 10% des besoins du pays. Selon l'Association des fabricants, les pénuries de céréales ne sont pas le seul problème. Avant l'invasion de l'Ukraine, les entreprises étaient déjà confrontées à des pénuries d'électricité et de carburant, à l'inflation, à des infrastructures médiocres et à une insécurité croissante. L'insécurité a rendu la chaîne d'approvisionnement interne très difficile. Les régions les plus touchées du pays se trouvent également être la ceinture d'où proviennent la plupart de nos aliments. Nous avons eu des défis. Maintenant, ils sont aggravés par le fait que les gens ne peuvent même pas cultiver. Les autorités nigérianes attribuent la pénurie d'électricité à l'effondrement du réseau national à plusieurs reprises depuis janvier. De nombreuses entreprises sont coupées de l'électricité et dépendent du diesel pour alimenter les générateurs. Mais le prix du diesel a triplé depuis le début de l'année. Chaque jour, nous utilisons beaucoup de diesel parce que l'électricité est très rare. Les autorités soutiennent également que le retrait de la circulation en janvier de 170 millions de litres de carburant contaminé a entraîné des pénuries de carburant. Pour l'instant, de nombreux propriétaires d'entreprises comme Orizu et Mohamed s'en sortent à peine.
Nouvelle fusillade aux États-Unis. Un homme armé d'un fusil et d'une arme de poing a tué 4 personnes hier dans un hôpital de Tulsa, dans l'État américain de l'Oklahoma, avant de se suicider. Le tireur a été identifié comme étant Michael Louis. D'après les autorités, l'une des victimes est le médecin qui l'avait opéré du dos le 19 mai dernier. Michael Louis jugeait le docteur Preston Phillips responsable de ses douleurs. Ce nouveau drame a eu lieu quelques heures après les funérailles dans la ville d'Uvalde, au Texas, des 21 personnes, dont 19 enfants, victimes d'un autre massacre survenu il y a une semaine à peine. En Amérique, les fusillades dans des lieux publics sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à maintenant été impuissants à endiguer. Le président Biden doit s'adresser au peuple américain ce soir dans le cadre de ses efforts visant à forcer le Congrès, particulièrement le Sénat, à adopter des mesures restrictives sur le port d'armes. Devenue rare en public en raison de sa santé déclinante, la reine Elisabeth II a été acclamée aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes au balcon du palais de Buckingham au premier jour des célébrations de ses 70 ans de règne. Une longévité sans précédent pour la monarchie britannique. C'était le point d'orgue très attendu des 4 jours de festivités du jubilé de platine de la populaire souveraine de 96 ans, symbole de stabilité malgré les bouleversements traversés par le Royaume-Uni. Apprécié pour sa neutralité irréprochable et son humour, le prince Harry et son épouse américaine Meghan ont, eux, fait un retour public discret lors de ce défilé, 2 ans après leur départ fracassant en Californie. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Le plus grand navire hôpital civil de la planète fait ses débuts en Afrique. Le Global Mercy est arrivé dans le port de Dakar vendredi dernier. L'occasion de former des professionnels de santé pendant 4 semaines dans la capitale sénégalaise. Davantage avec Eric Manirakiza. L'arrivée de ce géant navire hôpital civil, le plus grand du monde, coïncide avec un nouveau drame qui a bouleversé le Sénégal et mis en lumière les carences du système de santé du pays de Macky Sall. 11 bébés sont décédés le 25 mai dans un incendie dans un hôpital public à Tivaouane, dans l'Ouest. Le directeur général de Mercy Ships Global Association, ONG internationale œuvrant pour améliorer l'accès aux soins de santé dans plusieurs pays africains, assure que son navire hôpital de capacité supérieure va aider les plus démunis en Afrique occidentale et centrale. Nous avons toujours voulu attendre d'inaugurer officiellement le Global Mercy en Afrique parce que c'est la raison de son existence et sa place. Ce navire flambant neuf et l'ensemble de notre flotte appartiennent à l'Afrique. Le jeune Mohamed Gay, 13 ans, a été soigné en 2020 sur l'Africa Mercy pour une tumeur dans la bouche. L'opération lui avait permis de retrouver un visage nouveau. Son père, originaire d'un village de la région de Kaolack, était trop pauvre pour payer une telle opération avant l'arrivée de Mercy Ships au Sénégal.
J'ai appris que le navire de Mercy Ships allait se rendre à Dakar. J'ai donc décidé d'amener mon fils qui souffrait d'une étrange maladie. Le personnel de Mercy Ships m'a promis qu'il le soignerait sur le navire ou l'amènerait à l'étranger si nécessaire. Finalement, il a été opéré sur le navire et tout s'est bien passé comme vous pouvez le voir. Le président sénégalais Macky Sall a formellement accueilli le Global Mercy lundi matin lors d'une cérémonie en présence du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, et du président des Comores, Azali Assoumani. Les ministres de la Santé du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Gambie, du Cameroun et du Congo-Brazzaville étaient également présents. Avec 174 mètres de long, 6 blocs opératoires, 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques dentaire et ophtalmologie et un laboratoire pour la formation de chirurgiens et infirmiers, le Global Mercy est un hôpital moderne à la pointe de la technologie. Je me réjouis en particulier de l'offre de formation et d'encadrement de professionnels de la santé. Fin juin, le Global Mercy retournera aux Canaries pour l'habillage complet et final du bateau. Mercy Ships prévoit de revenir entre février et juin 2023 pour mener des opérations de formation et offrir des soins chirurgicaux aux populations démunies. On les appelle nanorobots, comprenez, des robots qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Leur création entend révolutionner le monde de la médecine. Ils pourront notamment aider à combattre les tumeurs du corps humain. Une université américaine travaille sur le projet, comme nous allons le voir dans le reportage de Diana Mitchell. Le récit est de Claire Morin-Gibourg. Les robots sur lesquels travaille le professeur Yuebing Zheng et son équipe sont nettement plus petits que la pointe d'un stylo. Ces engins minuscules traverseront le corps humain et pourront, de manière autonome, cibler certains problèmes comme une tumeur cancéreuse. J'espère qu'un jour, ils pourront pénétrer dans notre corps et effectuer une intervention chirurgicale ou détecter où se trouvent ces cellules tumorales afin que cela puisse être une thérapie non invasive pour nous. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais les scientifiques du monde entier travaillent pour en faire une réalité. On fait pénétrer ces robots dans le corps par injection ou en les avalant. Une fois qu'une tumeur leur sera donnée comme cible, le professeur Zheng de l'Université du Texas à Austin explique qu'ils communiqueront les uns avec les autres pour travailler collectivement à atteindre leur objectif. Certains chercheurs utilisent des ondes ultrasonores ou des réactions chimiques pour déplacer les nanobots. L'équipe du professeur Zheng utilise l'optique, une lumière sous la forme d'un faisceau laser de haute puissance pour manipuler les minuscules robots qui sont faits d'or, de silicium et de polystyrène. L'objectif de M. Zheng est que les micro-nanorobots, comme il les appelle, apprennent à travailler ensemble, un peu comme un banc de poissons. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces différents types de micro-robots commencent à avoir des interactions afin qu'ils puissent avoir un comportement coordonné? Le professeur Zheng compare les robots à des voitures autonomes qui ont une destination, mais doivent apprendre les règles de la route et ses dangers. Pour eux, il s'agit d'éviter le trafic du système immunitaire dans le corps. Et les futurs rôles des micro-nanorobots ne se limiteront pas au corps humain. Le professeur Zheng affirme qu'il pourrait un jour être placé dans un lac pour nager et nettoyer les polluants, par exemple. Des études cliniques chez l'homme devraient commencer dans les prochaines années. Il ne faudra donc peut-être pas longtemps avant que les nanorobots effectuent des chirurgies de l'intérieur. C'est de la science-fiction qui devient réalité. Et maintenant, nous nous rendons à Bujumbura tous les mardis, dans la capitale économique du Burundi. Des férus du sport se retrouvent dans un esprit d'unité pour s'entraîner ensemble et en grand nombre. Une telle affluence était difficilement imaginable il y a seulement quelques années dans un pays longtemps miné par la violence. Les détails avec Abdourahmane Zia.
C'est au rythme de la musique et des sifflets du coach que la soixantaine de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, se retrouvent sur cet espace public. Le sport du masse est important dans l'ensemble parce que nous nous fusionnons dans toutes tendances confondues, partis politiques confondus, ethnies confondues, et religions confondues, parce que nous nous entraidons. À cause de cet argent que nous percevons comme cotisation, quand il y a une personne malade dans notre organisation, un membre du club, on l'assiste en cas de maladie, en cas de décès et consorts. La popularité de ce club en plein air s'explique aussi par les frais d'adhésion jugés abordables, 200 francs burundais, soit 9 centimes d'euros. Tu peux venir quand tu veux et ce n'est pas cher, alors qu'à la salle de sport, c'est très cher. Tout le monde ne peut pas se permettre d'y aller. C'est pour ça que je préfère venir ici. Pour d'autres, le fait d'être ensemble est une source de motivation et une raison pour se joindre au sport de masse. Moi, je pense qu'être ensemble, ça encourage même si tu es fatigué, mais quand tu vois l'autre est en train de faire, toi aussi tu es, du coup, ça te donne le courage et tu commences à faire par rapport au salle de sport. Le club de Hussein n'est pas le seul à s'entraîner sur ce grand terrain de basket goudronné et aménagé situé entre le lac Tanganyika et les hautes collines du Burundi. Une activité qui permet de redonner vie à la ville de Bujumbura malgré les crises sécuritaires et économiques que traverse le pays. C'est une sculpture en bronze à l'aspect contemporain mais historique par son symbole. Une statue de Molière vient d'être érigée pour la première fois à Versailles. La sculpture de 250 kg pour 1,80 m a été dévoilée à quelques pas de la gare rive gauche de Versailles dans un bosquet. Un clin d'œil voulu car Molière a joué ses pièces dans les jardins du château lors des divertissements royaux. L'œuvre, au départ de la couleur jaune, dorée, du bronze à l'état brut, a été dévoilée au public en brun foncé après l'étape de la patine. L'ancienne cité royale a une statue du roi Louis XIV devant le château, mais aucune du dramaturge le plus connu de France, protégé de ce même roi devant qui il a joué nombre de ses pièces à Versailles. C'est ici qu'il a créé sa première version de Tartuffe, rapidement censurée, L'amour médecin, Georges Dandin ou encore L'impromptu de Versailles. Cette dernière pièce va être présentée dans le cadre du mois Molière, festival de théâtre annuel de la ville créé il y a 26 ans pour permettre à des troupes émergentes de présenter leur version des pièces du dramaturge. Molière qui retourne donc à Versailles 4 siècles plus tard. Le maire de la ville et créateur du festival, François de Mazières, a commandé la statue pour le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, célébré cette année, mais l'idée lui trottait dans la tête bien avant. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Buto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.